quasi-totalité des contrats aidés des communes de Guyane sont maintenus pour les 3 mois à venir avec une fongibilité des CUI et des CAE, annonce du préfet de région lors d'une réunion de travail avec l'association des maires ce matin. Des cartables solidaires pour des enfants de familles défavorisées du village chinois. Ce matin, l'association Amapo a réceptionné 1200 fournitures scolaires grâce à une action de collecte organisée par une société de communication. Reportage à suivre. L'Institut de formation et d'accès au sport de haut niveau a ouvert ses portes aujourd'hui en vue de présenter sa 60aine de nouveaux pensionnaires. Le centre entame cette année sa 3e rentrée scolaire. Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans cette édition. À la une ce soir, la quasi-totalité des contrats aidés maintenus pour les communes de Guyane. Annonce du préfet ce matin lors d'une réunion de travail à l'association des maires. Le gouvernement autorise la fongibilité des enveloppes de contrats d'insertion et d'accompagnement à l'emploi, CUI et CAE. Conséquence, presque 100% des contrats aidés sont maintenus pour les 3 prochains mois. David Richet, président de l'association des maires, était au micro de Kevin Nassid. On a laissé un peu de temps au préfet qui finalement a mouillé sa chemise et qui a obtenu du ministère idoine le fait qu'on puisse déjà avoir la fongibilité entre les CUI et les CAE, ce qui correspond à peu près à 150 emplois en termes de CAE. Et puis tout le reste combiné, ce qui fait qu'on serait en gros à 700 emplois CAE, ce qui nous permettrait à nous les maires, surtout au niveau de nos écoles, donc de tenir jusqu'à la fin de l'année. Maintenant, quid de 2018, vous allez me dire. Donc ce qui est promis, et c'est la réponse que nous allons donner par écrit, c'est que nous serons très vigilants maintenant, parce qu'on doit faire remonter nos besoins, on le fera rapidement, pour que le gouvernement sache que pour l'année 2018 et 2019, et même après, quels seront nos besoins. Les contrats aidés ont été, je dirais, sauvés entre guillemets, jusqu'à la rentrée. C'est pour ça que nous ouvrons nos portes. Et puis, il ne fallait pas qu'on fasse subir encore à nos gamins quelques jours de classe manqués, parce que ce n'est pas leur apporter une solution, ni même aux parents. Donc, nous les maires, nous prenons nos responsabilités. Là, vraisemblablement, avec les CAE, on pourrait avoir le nombre exact qu'il faudrait. Maintenant, pour 2018, on n'en sait trop rien. Les maires ont eu raison de faire cela, parce que quand vous regardez sur tout l'outre-mer, c'est aujourd'hui la Guyane, sur tout l'outre-mer, qui a le plus gagné, ou plus, je dirais, le moins perdu. C'est peut-être le mot qui convient le mieux, qui a le moins perdu en termes d'emploi, donc il a valu le coup de se battre. Aujourd'hui, avec les chiffres que nous connaissons, ça va se jouer à très peu, mais on a gardé à peu près le maximum qu'on pouvait garder, ce qui veut dire qu'il ne nous manquera pas grand-chose, sinon rien, pour tenir le coup pendant ces 3 mois. Malgré ces dernières avancées, le maire de Saint-Laurent-du-Maroni a décidé de différer la rentrée scolaire tant que les conditions de sécurité et de salubrité ne seront pas réunies dans sa commune dont un tiers des salariés sont des contrats aidés. Réaction également du secrétaire général de l'Union des travailleurs guyanais. Pour lui, geler les contrats aidés, c'est ouvrir la porte à la précarité. Jean-Marc Chemin était au micro de Stéphane Govindin. Nous, au niveau de notre organisation, nous avons été extrêmement surpris par rapport à cette décision. Une décision qui arrive un peu en catimini, qu'on entend par-ci par-là. Il n'y a pas eu de texte qui est sorti. Donc pour nous, c'est extrêmement grave. C'est une décision lourde de conséquences. Nous disons déjà à ce gouvernement que ce n'est pas possible de supprimer ce type d'emploi. Ces emplois permettaient à ces jeunes d'avoir une formation. Donc nous aspirons à plus de formation, à moins de précarité. Et cette décision amène le contraire. Mais je crois qu'il faut rester dans l'esprit des accords de Guyane. L'esprit des accords de Guyane, si vous voulez, c'est plus d'investissement qu'on demande, d'accord, et moins de précarité, d'accord, et un développement économique. Ce n'est pas moins d'emplois. Dans un pays où 22% de chômeurs, ce n'est pas possible d'accepter ce genre de choses. Mais je crois que l'impact sera grand sur les salariés. Et donc l'UTG, nous disons non à ce gel des emplois aidés et à cette suppression à venir. 44 tables remplies de fournitures offertes à des enfants issus de familles défavorisées. Ça s'est passé ce matin au village chinois, une initiative d'une entreprise de communication qui s'est chargée de collecter des fonds auprès d'entreprises locales. Reportage de Jonathan Lariot.
Pour ces tout petits, c'est Noël avant l'heure. Les cadeaux, des sacs remplis de fournitures scolaires. Pour les parents, ce genre de cadeau à la veille de la rentrée est un coup de pouce non négligeable. C'est une aubaine, quoi. Tout à fait. En fonction des moyens nécessaires pour pouvoir payer les fournitures. Il n'y a pas que des gens mauvais qui fréquentent ce quartier. Il y a des gens qui font des choses concrètes pour se sortir et puis évoluer. Ici, nous sommes dans les locaux de l'Amapo, une association située au cœur du village chinois de Cayenne. Pendant toute l'année, les enfants passent dans cette salle où les quelques bénévoles prennent le temps de les aider à faire leurs devoirs. L'association que je préside, encore une fois, fait le travail qui ne se fait pas à la maison. À l'époque où j'étais encore étudiant, où j'avais à peine 10 ans, je fréquentais les bancs de l'Amapo. J'ai profité des services qu'apportait l'Amapo. On était 300 gamins quotidiennement. C'était le rendez-vous en fait. Après l'école, il fallait venir à l'Amapo parce qu'on pouvait y faire ses devoirs scolaires. Tous les quartiers de Cayenne ont des besoins similaires. Ce don de fourniture est rendu possible grâce à la société BL Consulting menée par Amélie, touchée par les missions de l'association. J'arrivais complètement au hasard dans cette association, dans ce quartier, pour une visite. J'étais venue avec des amis et j'ai vu ces enfants en train de travailler avec des bénévoles, des retraités, cette envie d'apprendre. Et c'est là où j'ai monté ce projet d'opération cartable pour pallier à ces besoins qu'ils ont, qui sont chaque année qui reviennent, avoir un cartable, avoir des fournitures. On dit que l'école est gratuite, mais ce n'est pas évident pour toutes les familles en Guyane. 40 sacs d'école ainsi que plus de 1200 fournitures scolaires dans les mains. Ces petits sont prêts à entamer une nouvelle rentrée scolaire. 11 millions d'euros. La collectivité territoriale a soldé une partie de ses dettes envers les transporteurs. Ce matin, Rodolphe Alexandre tenait une conférence de presse pour exposer l'offre de transport scolaire sur le territoire. L'enjeu cette année est de favoriser l'accessibilité de l'enseignement à tous les jeunes de Guyane. Le président de la CTG était au micro de Stéphane Govindin. Le but, c'est d'abord de faire un inventaire, un état des lieux, de permettre maintenant véritablement une méthodologie beaucoup plus accélérée, plus moderne, répondant aux conditions de transport, répondant à la proximité de l'enfant vis-à-vis de son lieu d'établissement scolaire. Nous travaillons à cela. Mais le premier élément était de mettre fin à tous les contentieux, de payer les transporteurs, et donc c'est plus de 11 millions qui ont été consacrés depuis les événements que vous connaissez à aujourd'hui, donc au mois d'août, et c'est en masse globale pour le transport vis-à-vis de la CTG, c'est 18 millions d'euros en termes de facturation. Que nous avons soldé pratiquement 11 millions d'euros pour l'ensemble des transporteurs, à l'ouest, à l'est, comme sur le littoral ou sur les savanes, et qu'à ce jour, nous sommes pratiquement au mois de juillet 2017. Ça veut dire qu'il y a eu un très gros effort d'investigation, de remontée des factures, de contrôle des factures. Donc pour nous, c'est maintenant une affaire réglée. Maintenant, le deuxième élément, c'est que nous devons maintenant faire un inventaire de façon à stigmatiser le transport terrestre, transport fluvial, transport aérien, et pour nos gamins, en sachant qu'il y a 14 000 gamins, 14 000 enfants qui sont transportés quotidiennement, et qu'à travers la nouvelle délégation de service public, on remettra en place un cahier des charges qui soit beaucoup plus serré, d'une part pour permettre à ces enfants de se rapprocher plus rapidement de leur domicile ou de leur lieu d'enseignement, et deuxièmement pour améliorer les conditions en matière de transport. 120 € sur 12 mois, enfin, ça ne me paraît pas un coût particulièrement exorbitant. Aujourd'hui, je ne peux pas promettre ce que je n'ai pas. Tout le monde sait que la CTG connaît un vacillement sur le plan budgétaire. Je dois d'abord régler donc l'urgence, en sachant que l'État a diminué toutes ses dotations, la DGD, la DGF, la DDEC ou autre. Et c'est un débat qui va donc s'ouvrir avec la population, avec les transporteurs, avec la société civile. Mais pour l'instant, ne promettons pas ce qui n'est pas possible. Voyons d'abord ce que l'on peut gagner sur la délégation de service public. Troisième rentrée scolaire à l'Institut de formation et d'accès au sport de haut niveau. 47 pensionnaires en interne et 17 externes composent la nouvelle promotion. Ce matin, une journée porte ouverte se tenait au siège de Baduel. André Pamphile, directeur de l'IFAS, était au micro de Jonathan Lariot. Alors l'élève de l'IFAS, il a d'abord été détecté par sa ligue sportive, par sa discipline sportive, détecté d'abord pour des aptitudes sportives, mais également pour sa capacité à mener ce double projet, études et sport. Donc cet élève qui aura un statut d'interne au niveau de chez nous sera accompagné sur tous les aspects de son double projet.
Alors l'IFAS a été inauguré en septembre 2015 et a ouvert avec 3 disciplines qui étaient le handball, le basket et le football. L'année dernière, en 2016, nous avions 5 disciplines puisque le karaté et le rugby avaient rejoint l'effectif et le handball s'était retiré. Nous retrouvons cette année la ligue de handball, 3 autres ligues, le tennis, la boxe et le canoë-kayak. Et nous gardons les disciplines qui étaient là l'année dernière, c'est-à-dire le rugby, le foot, le basket, l'athlétisme et le karaté. Pour cette 3e rentrée scolaire, 42 élèves qui vont loger à l'Institut de formation au sport de haut niveau, donc avec le statut d'interne, et 29 élèves qui seront externes, mais qui sont néanmoins inscrits au sein de l'IFAS. C'est en toute intimité que l'inhumation de Monseigneur Marie-Sainte se déroulera demain au cimetière de Balata en Martinique. Hier matin, l'ancien archevêque de Fort-de-France et de Saint-Pierre a eu droit à des funérailles officielles à la cathédrale Saint-Louis de Fort-de-France en présence de Monseigneur Lafont. Reportage de Loïc Régis. Eh bien, il était celui qui appelait déjà, tout jeune, rassemblait les fidèles pour la prière. C'est Jésus qui lui donne la grâce d'être prêtre. Une cérémonie présidée par l'archevêque David Macaire. Par des mots simples et sincères, il rend hommage à Monseigneur Marie-Sainte dans son homélie. La cathédrale est trop petite pour accueillir les nombreux fidèles touchés par la disparition de l'ancien chef de l'Église. C'était vraiment éprouvant, mais c'est très bien. Ça a été pour moi une très belle cérémonie que j'ai accueillie avec joie dans la foi. Et c'est là que j'ai vu aussi la beauté de notre Église catholique. Un très beau témoignage avec des évêques des autres régions également, des autres diocèses, et la présence également d'un cardinal. C'était une très belle communion, je dirais fraternelle, et de la Caraïbe. Les fidèles ne sont pas les seuls à avoir fait le déplacement. Les autorités civiles, des personnalités politiques, mais surtout des représentants religieux venus de toute la Caraïbe sont bien là. J'étais vraiment très touché, d'abord par son écoute, par sa simplicité, son humilité. Et puis j'ai découvert, surtout depuis quelques jours de l'annonce de son décès, la personnalité forte qui a marqué, bien sûr, la Martinique, mais il était l'archevêque. Alors il est normal que les évêques de Guadeloupe et de Guyane soient présents pour ce grand événement que nous venons de vivre. Pour nous, vous savez, la mort, c'est vraiment un passage. Comme disent les Africains auprès desquels j'ai servi, Dieu l'a guéri. Alors on est heureux pour lui. Bien sûr, nous, on a quelquefois la pensée égoïste de vouloir le garder pour nous, mais c'est un peu de l'égoïsme. Et le Seigneur nous retire cet égoïsme en nous disant qu'il parte bien, que le Seigneur le récompense de tout ce qu'il a fait. Après 35 années d'épiscopat, Maurice Marie-Sainte laisse une trace indélébile en Martinique. Son implication de tous les instants est encore saluée ce matin. Je pense qu'il était heureux quand même de voir les fidèles rassemblés. Les moments de synode ou les grands jubilés, le jubilé de l'an 2000, des choses comme ça. Moi-même, j'y étais pas, mais on m'en a parlé. J'ai vu les images, les photos. J'en ai parlé avec lui aussi d'ailleurs. Non, c'était des moments qui étaient très très forts pour lui, justement un peu émouvants. Donc du coup, c'est pas qu'il n'aimait pas, qu'il n'était pas à l'aise, mais il sentait que quelque chose passait. Comme aujourd'hui d'ailleurs, on sent bien que son message est passé 5 sur 5. En tout cas, je l'espère de tout cœur, parce que je ne changerai pas un iota de ce qu'il a enseigné pendant 35 ans. 2 heures de chant et prière pour accompagner Maurice Marie-Sainte. La dernière cérémonie aura lieu samedi matin à l'église de Balata. Célébration qui, cette fois, sera réservée à sa famille et ses proches. Guadeloupe à présent, depuis le 28 août, l'école de cirque de Vieux Habitants a entamé son 2e stage des grandes vacances qui s'est terminé aujourd'hui. Les participants ont pu apprendre la jonglerie et la manipulation d'objets, un jeu d'équilibriste dans lequel notre journaliste Karianne Diamin a pris beaucoup de plaisir. Regardez. Jonglerie, trapèze, trampoline. Le Guadasiocus a accueilli une dizaine d'enfants de 4 à 10 ans pendant 2 semaines.
Les stages de cirque sont bien sûr pour apprendre de manière un peu plus intensive les arts du cirque, mais les enfants sont en vacances à cette période-là, donc il faut aussi ménager le rythme de l'enfant. Donc ici, sachant que c'est un lieu qu'on a aménagé de telle manière à ce que ce soit à la fois les arts du cirque, mais aussi dans un jardin, ils ont une maison associative, donc un peu c'est très familial on va dire, et donc donc on va à la fois pratiquer les arts du cirque, si on doit dire à peu près 4-5 heures par jour, mais on va aussi profiter du jardin, des temps calmes, des moments de pause et de repas. Donc les enfants vont pouvoir faire d'autres activités. Une organisation qui permet aux enfants d'acquérir plus rapidement les fondamentaux. Le rollabola, c'est un cylindre qu'on pose par terre et on met une planche dessus et on doit tenir. J'ai appris à faire du diabolo. Je me débrouille bien dans le rollabola et j'aime bien tout ce qu'il y a. J'apprends à faire de la jonglerie. Et est-ce que tu aimes ça? Et sur l'équilibre. Oui. Tu t'amuses bien? Oui. À faire du trapèze, à jongler, à faire de l'assiette chinoise, à grimper à la corde. Des figures qu'ils pourront fièrement montrer à leurs parents. Comme on a la chance d'avoir une costumerie, on a donc toutes les infrastructures, le trapèze, etc. Donc on invite les parents le dernier jour du stage, donc souvent le vendredi à 16h, pour une petite démonstration d'une demi-heure, donc en costume, maquillage, etc. Mais voilà, c'est pas en 5 jours, les enfants vont faire ce qu'ils peuvent. Le principal, c'est qu'ils fassent voir, qu'ils s'amusent déjà, qu'ils s'amusent à le faire, à pratiquer, à s'entraîner en loisir, on va dire. Créée en 2005, l'association fonctionne également pendant l'année scolaire. On propose principalement, bien sûr, les arts du cirque, l'initiation aux arts du cirque, donc tout ce qui va concerner équilibre sur objet, jonglerie, acrobatie, expression scénique avec les jeux de clown, le mime, etc. Voilà, on a donc des cours pour adultes et pour enfants, bien sûr. Les cours pour enfants, c'est le mercredi, le samedi matin pour les enfants et les ados. Le vendredi soir, la compagnie se réunit, donc on a une compagnie d'adultes, on est une quinzaine au moins. Il y a beaucoup de circassiens, mais aussi des musiciens. Enfin voilà, on s'entraîne, on crée des spectacles. L'association devrait faire sa rentrée le 15 septembre prochain et espère compter plus d'adhérents pour cette nouvelle saison. Nous voici arrivés à la fin de cette tranche d'information. Voici les titres que nous avons développés. La quasi-totalité des contrats aidés des communes de Guyane sont maintenus pour les 3 mois à venir avec une fongibilité des CUI et des CAE. Annonce du préfet de région lors d'une réunion de travail avec l'association des maires ce matin. Des cartables solidaires pour les enfants de familles défavorisées du village chinois. Ce matin, l'association Amapo a réceptionné 1200 fournitures scolaires grâce à une action de collecte organisée par une société de communication. Nous vous en parlions dans ce journal. L'Institut de formation et d'accès au sport de haut niveau a ouvert ses portes aujourd'hui en vue de présenter sa 60aine de nouveaux pensionnaires. Le centre entame cette année cette 3e rentrée scolaire. Je vous remercie de nous avoir suivis. Prochain point de l'actualité dans quelques instants avec nos confrères de BFM TV. Je vous souhaite un bon week-end sur ATV Guyane.